Nora Pouey, je suis pédiatre, infectiologue et je travaille à l'hôpital des enfants à Pellegrin. Alors, on va vous faire un petit peu travailler, mais rassurez-vous, ce n'est pas un gros travail. On va vous poser 2 questions. Alors, la première, j'ai l'honneur de commencer. Parmi les propositions suivantes concernant la coqueluche, laquelle ou lesquelles est ou sont correctes? Donc, vous réfléchissez, vous gardez dans un coin de votre tête, et à la fin de l'intervention, on reviendra sur ces questions pour voir si les principaux messages sont passés. Donc, pour l'instant, ce n'est pas la peine de répondre sur le chat, sauf si certains ont envie. Donc, petit A, les pics épidémiques sont exceptionnels en France. Le pic épidémique actuel français de 2024 est exceptionnel par son ampleur. La bactérie de la coqueluche est facilement cultivable. La PCR est la méthode diagnostique la plus sensible et le vaccin prévient les infections à Bordetella pertussis et Parapertussis. Nora. Et on a une deuxième question. Parmi les propositions suivantes concernant la coqueluche pédiatrique, laquelle ou lesquelles sont correctes? Petit B, en France, un tiers des cas surviennent avant l'âge de 3 mois. Petit C, les nourrissons hospitalisés sont majoritairement âgés de moins de 6 mois. Petit D, la coqueluche maligne existe toujours. Petit E, pour la prévenir, chaque femme enceinte doit être vaccinée dès le premier trimestre de grossesse. Très bien. Donc j'espère que si vous n'avez pas toutes les réponses, j'espère que vous les aurez à la fin. Et on vous propose une petite vignette clinique. Il s'agit d'un enfant de 5 ans en bonne santé et bien vacciné, qui présente une toux prolongée, intense, émétisante et nocturne, on va dire actuellement. Une sérologie lui a été prescrite de la coqueluche et elle revient négative. Alors, éventuellement, si certains sont rapides, ils peuvent répondre sur le chat. Comment expliquer cette sérologie négative? Normalement, ça, on devrait le voir, ça va apparaître sur notre écran aussi, Vincent, je pense. Il n'y a peut-être pas de réponse. Peut-on formellement exclure la coqueluche? La durée des symptômes. Ah, ça dépend de la durée des symptômes. D'accord, ça dépend de la durée des symptômes, ok. Alors, pour la première question. Peut-on exclure la coqueluche? coqueluche, Non. non. Ok, mais c'est bien, toi tu vois mieux que moi. Ah, il y a Madame Combivialard, bonjour. Et faut-il prescrire un examen complémentaire en plus de cette sérologie? C'est bien parce que tu vois mieux que moi. Tout. Oui. Oui, Madame Combivialard, elle est très forte. La sérologie est trop précoce. Bah. Alors, on va peut-être laisser Nora rapidement donner les réponses aux 3 questions. Oui, en effet, on ne peut pas exclure la coqueluche, même avec une sérologie négative. D'ailleurs, la sérologie, elle est plus recommandée. Trop précoce, tu dirais quoi? Ouais, Non, c'est pas un bon examen. c'est pas un bon examen de toute façon, parce que ce soit pour vérifier l'immunité vaccinale ou la maladie, c'est pas un bon examen. Donc la valeur prédictive de cette sérologie, elle est nulle dans les 2 sens. Donc on ne peut pas exclure la coqueluche de fait. Et dans le contexte épidémique actuel. Encore moins. Et on fait. Et donc on fait une PCR, on fait une PCR nasopharyngée pour pouvoir faire le diagnostic. En effet, ça permet le diagnostic dans la majorité des cas. On va y revenir tout à l'heure. Donc c'était juste la petite mise en bouche là. Alors, un petit mot justement d'épidémiologie pour rappeler le contexte. Donc, actuellement, il faut savoir qu'on a une flambée épidémique de coqueluche et ce sont les termes de Santé publique France que nous remercions pour les données et nous remercions également l'Institut Pasteur où se trouve le Centre national de référence pour les données. Alors traditionnellement, cette maladie évolue par pic épidémique comme beaucoup d'infections respiratoires. On en avait parlé avec Mycoplasma pneumoniae et par vague de 3 à 5 ans, le dernier pic datant de 2017 à 2018. Alors, un petit mot d'histoire, ça j'ai trouvé sympa et je l'ai trouvé sur le site du CNR. Apparemment, cette pathologie, ça fait très longtemps qu'elle existe en Europe, puisqu'elle a été décrite en France au XVe siècle. Et la première description de la coqueluche, alors appelée Tussis quinta ou Tussis quintana, a été faite par le docteur de Bayou, à la suite d'une épidémie à Paris à la fin du XVIe siècle, de whooping cough. Alors, le point important épidémiologique à retenir, on va essayer de faire des messages assez clairs aujourd'hui, c'est la contagiosité de cette infection avec un taux d'attaque élevé et un R0
c'est-à-dire la possibilité qu'une personne contamine X personnes, qui est très élevé, puisqu'il est à 15, ce qui fait l'une des maladies infectieuses les plus contagieuses, après la maladie infectieuse la plus contagieuse, qui est la rougeole. Donc potentiellement, une personne va en contaminer 15, ce qui peut expliquer actuellement cette accélération. Ouais. Alors en termes d'immunité, qu'elle soit naturelle, c'est-à-dire après une infection, ou vaccinale, elle n'est pas définitive. Donc, de façon plus claire, vous pouvez avoir fait la coqueluche une fois et la faire une deuxième fois, voilà, comme par exemple la syphilis. Et c'est pas parce que vous avez été vacciné que vous n'aurez jamais la coqueluche, avec des réponses vaccinales qui sont de l'ordre de 5 ans pour le vaccin et de l'ordre de 10 ans pour la maladie. Donc, dans le temps, on va avoir une baisse des anticorps. C'est pour ça que ce petit garçon avait une sérologie d'ailleurs négative tout à l'heure. Alors, juste un mot sur les réseaux de surveillance, alors que j'en ai cité 3 parmi les plusieurs. Donc, comme je sais qu'il y a sûrement beaucoup de médecins de soins primaires qui nous suivent, je commence par eux. Donc, le réseau Sentinelle, que vous connaissez bien, qui a à ce jour déclaré 78 cas alors qu'ils en avaient déclaré 0 en 2023. Le réseau Renacoq, et on va voir leurs données qui sont plus axées sur les formes pédiatriques de coqueluche vues à l'hôpital, et Nora pourra en dire un mot. Et enfin, nos confrères, je sais que certains sont connectés aussi, on les salue, des laboratoires de biologie médicale avec les données qu'on appelle 3 labos. Alors, si on revient sur les données des cas recensés par le réseau Renacoq, donc vous pouvez déjà voir qu'il y a eu un pic en 2012-2013 assez important. Je ne sais pas si on voit ma flèche, puis le pic de 2017-2018 dont je vous parlais, et là actuellement 80 cas au moins de coqueluche hospitalisés. Et ce qu'il faut retenir, c'est que dans 3/4 des cas, c'est la ligne rouge, ce sont des enfants de moins de 6 mois. On va en reparler après, mais c'est vraiment eux qui portent toute la gravité en fait de la maladie de la coqueluche et c'est bien représenté là sur ces chiffres. D'accord. Et après les autres, ben, c'est entre 6 et 11 mois. Donc on est vraiment sur des enfants, on va dire, de moins de... Des nourrissons et des nourrissons de moins de 1 an. Ouais. Alors, en termes de données de laboratoire biologique, c'est là où on voit que quand même, bon, certes, il y a les progrès aussi techniques de diagnostic, ça peut être une première explication, mais on voit que par rapport à 2017-2018, on est sur une épidémie de bien plus grande ampleur, avec sur plus de 50 000 prélèvements réalisés, 15 000 à ce jour qui sont positifs, ce qui fait donc un taux de positivité de l'ordre de 22%, qui est le taux le plus élevé qu'il y a eu à ce jour. Donc, certes, on a amélioré la technique, mais on peut également dire que, d'une part, les médecins font le prélèvement à bon escient, et qu'en plus, quand ils le font, ce prélèvement est positif. Alors, un mot de microbiologie, c'est toujours un peu peut-être rébarbatif, mais c'est quand même important. Vous allez voir, c'est pas très compliqué. On rappelle juste, et là vous le voyez en microscopie électronique, que c'est une bactérie qui est un bacille gram négatif aérobie strict du genre Bordetella. Et par rapport au QCM initial, il y a 2 espèces importantes en pathologie humaine. La majeure étant Bordetella pertussis, qui va faire 95% des cas de coqueluche, et Bordetella pertussis, qui va représenter environ 5% des cas, avec notamment une épidémie l'an dernier lors du festival d'Avignon. Je ne sais pas si tu en avais eu. Voilà. On a entendu parler. Voilà, ben, on en a entendu parler au JNEI, et voilà. La culture, elle est possible, mais avec un milieu très riche. Et alors, ça va vous rappeler des souvenirs de microbiologie et peut-être des cours pour les Bordelais du professeur Bébéard. C'est le milieu de Bordé-Jambou. Le réservoir, il est strictement humain, donc c'est vraiment une transmission d'homme à homme ou d'enfant à homme au sens âge. La transmission, elle va être proportionnelle à l'évolution de la maladie, bien évidemment plus importante à la phase catarrhale, moindre lors de la phase des quintes, mais quand même, elle est possible pendant 3 semaines en l'absence de traitement, et ça, je pense que Nora vous le réexpliquera tout à l'heure. Et juste un mot de physiopathologie, pour rappeler que c'est une toxi-infection, donc la bactérie, comme vous le voyez sur le schéma de droite, va pénétrer dans les voies aériennes supérieures, se fixer sur l'épithélium cilié respiratoire grâce à tout un tas d'adhésines. Je ne sais pas si Nora en parlera, mais ces adhésines notamment sont des composants du vaccin.
et va sécréter des toxines qui sont également listées à droite ici, qui vont entraîner la nécrose des muqueuses respiratoires et donc toute la gravité de la pathologie selon l'importance de cette production toxinique et peut-être la maturité aussi du système pulmonaire. On ne sait pas très bien pourquoi on ne sait pas très bien expliquer quand même pourquoi il n'y a que les petits nourrissons, enfin hormis le fait qu'ils ne sont pas couverts par la vaccination, je vais vous en parler, mais pourquoi ils sont plus sujets en effet à cette nécrose respiratoire. Ouais. C'est vraiment très typique. Donc justement, Nora, tu peux nous dire ça plus. Parlons-en. Allez, vas-y Nora. Parlons-en parce que je vais vous redécrire la forme typique de la coqueluche qui concerne vraiment l'enfant. Parce que le petit nourrisson, il va avoir des formes atypiques et l'adolescent, souvent vacciné, il va avoir des formes plutôt atténuées. Et dans l'enfance, on voit vraiment ce qu'on a appris donc, dans les livres de médecine et je pense que vous en avez vu aussi en clinique actuellement. Les parents décrivent exactement ces 3 phases. Il y a vraiment, donc déjà, l'incubation dure 7 à 10 jours. Et puis, il y a une petite phase catarrhale qui est franchement assez discrète, avec une petite toux, une rhinorrhée. Et puis, les symptômes ont l'air de s'amender. En tout cas, les parents ne se méfient pas trop. Ça peut durer 1 à 2 semaines. Et ensuite vient vraiment la phase de quinte. Et c'est là qu'on peut vraiment faire le diagnostic avec des quintes qui peuvent être extrêmement fréquentes par jour. Vous voyez le nombre de pics, ça va donc de 20 quintes par jour, mais ça peut aller jusqu'à 80. Et c'est ça qui fait vraiment le côté fatigant de la maladie. Des quintes qui sont volontiers émétisantes, souvent nocturnes, qui peuvent être déclenchées par un rire, une colère, l'alimentation, et qui peuvent être cyanosantes. Et ça, on va en reparler, c'est surtout chez le petit. Une des caractéristiques également, c'est que la coqueluche ne donne pas de fièvre. Cette phase de quinte, elle dure 2 à 8 semaines et puis après, on arrive à une phase de convalescence où il y a une diminution de la fréquence des quintes. Et la contagiosité, on vient d'en parler, mais elle est inscrite sur le schéma. Donc, c'est toute la phase catarrhale et probablement au début de la phase quinteuse. J'avais un petit son à vous faire écouter. Mais vas-y, écoutez. On peut le remettre pour le plaisir. Pour ceux qui sont dans la salle, on va mettre le son un peu plus fort. Ça, c'est le chant typique, là, le chant du coq qu'on a appris. On n'entend pas. Ah mince, vraiment connu, on n'entend pas. Ah, on n'entend pas. Quel dommage. C'est un... Eh bien, tu peux le mimer. Ouais, je peux le mimer. On l'entend pas bien ou on l'entend pas du tout? Je peux le mimer, notamment, en fait, moi, je trouve que ça sert vachement quand on parle aux parents. Les parents, ils disent qu'ils ont l'impression que l'enfant s'étouffe. Et l'enfant, il fait... Et là, c'est un son typique d'un enfant de la semaine dernière où les parents avaient enregistré la nuit. Et quand vous avez cette impression d'asphyxie, et je trouve que c'est vraiment très, très facile de demander ça à l'interrogatoire, il faut évoquer la coqueluche. Désolé pour le petit souci technique, mais vous l'aurez sur le replay. À ce moment-là, je vais parler des diagnostics différentiels chez les enfants parce que c'est pas toujours si évident. Évidemment, c'est les infections virales, mais le côté asphyxiant, le côté des quintes de toux doit vous faire évoquer la coqueluche. Il y a l'infection à mycoplasme qui peut, on en a fait on avait pas mal parlé là lors du dernier webinaire, mais le mycoplasme, ça peut donner une toux traînante avec comme ça une évolution des fois en 2 temps. Là, c'est un peu plus facile parce qu'on est en pleine épidémie. Et les diagnostics à ne pas louper, c'est le corps étranger. Donc, si vous avez un doute, si ce n'est pas typique, il faut faire radio de thorax, inspi, expi, et rechercher les compressions laryngo-trachéales qui peuvent se voir aussi sur la radio avec une compression de la trachée et du larynx. Ça, c'est vraiment les diagnostics à ne pas louper. Sinon, il y a toujours l'asthme, le RGO et les autres causes de toux chronique, mais très sincèrement, c'est pas du tout la même clinique de la toux. Autre chose, c'est que l'examen clinique est strictement normal dans la coqueluche, entre les quintes. La forme grave, elle concerne essentiellement les nourrissons et les petits nourrissons. On vous l'a dit tout à l'heure, là, les hospitalisés, c'est essentiellement des moins de 6 mois et il y a vraiment une préoccupation autour des moins de 3 mois qui doivent passer à l'hôpital, probablement être scopés 24-48 heures pour s'assurer de la bonne tolérance des quintes. La clinique, elle est un peu plus spécifique chez eux. Vous n'aurez pas le chant du coq et c'est ça qui rend le diagnostic difficile hors épidémie. La grosse problématique, c'est la tolérance des quintes. Les tout petits,
Ils vont s'asphyxier pendant les quintes, donc ils cyanosent. Mais pas seulement, en fait, il y a des moments où ils se fatiguent tellement qu'ils ne reprennent pas la respiration spontanée, ils font des malaises avec arrêt cardiaque et des fois même sans quinte. Donc c'est pour ça qu'il faut les adresser, on les scope 24-48 heures, on voit comment ils évoluent. Globalement, si un enfant il commence à quinter avec des bradys et des cyanoses, il est hospitalisé jusqu'à ce qu'il ait 48 heures sans quinte de tout. Donc ça peut être des hospitalisations qui sont extrêmement longues. Et les complications qu'on peut retrouver, c'est les troubles ventilatoires, avec l'hypoventilation alvéolaire qui est d'origine centrale, sûrement due à l'effet toxinique d'ailleurs, des atelectasies, des surinfections et les tableaux de Kochlush-Malin. Le tableau de Kochlush-Malin, c'est vraiment la défaillance multiviscérale. Donc, c'est des enfants qui sont évidemment hospitalisés en réa, intubés, ventilés et qui, malgré ça, ont des tachycardies réfractaires à plus de 200 de cœur pendant des jours, des hypoxies réfractaires également malgré les intubations et avec une forte mortalité. Donc fort heureusement, ça reste quand même rare, mais c'est vraiment sur les petits nourrissons que se porte toute la morbide mortalité de l'infection. Qui nous fait un peu peur là. Ouais, il faut, parce que je vais vous parler prévention après, et donc on était obligé de parler des formes sévères. Bon, alors, moi, je serais un peu plus rassurant en tant qu'infectiologue adulte pour le versant donc des formes de l'adulte et de la personne âgée, qui sont des formes globalement moins graves, alors que je vois moins souvent que Vincent Perel, notre médecin généraliste, avec de ce fait des retards diagnostiques possibles, car il peut y avoir également une immunité résiduelle, soit du fait de la vaccination, soit du fait d'avoir déjà eu la coqueluche, et qui peut expliquer cette atténuation des symptômes. De plus, la toux est moins typique que ce que tu nous as très bien mimé tout à l'heure, hein, donc ça va être une toux traînante et qui est parfois interprétée à tort comme une bronchite traînante, là encore hors période épidémique. Bien évidemment, la morale à retenir, c'est que en pratique, toute toux prolongée de l'adulte ou de la personne âgée doit, dans cette période épidémique, nécessiter la recherche d'une coqueluche. Alors, le diagnostic microbiologique, je pensais que c'était important aussi de faire un petit rappel, et j'espère qu'on ne dira pas trop d'erreurs. Alors, il y a des choses que l'on a apprises classiquement, donc la numération formule, c'est une des causes justement, la coqueluche, d'hyperlymphocytose, notamment chez les petits, je Oui, crois. et c'est assez prédictif de Kochlush-Malin en fait. Voilà, donc c'est pour ça que ça nous pense, voilà, même si on ne demande pas forcément de la faire, mais c'est si vous en faites une, ben, ça peut mettre la puce à l'oreille. Et en revanche, la CRP n'est pas un examen très discriminant. Alors, je ne sais pas si la radio des poumons. Et bien voilà, Voilà, j'en profite pour pardon. dire Voilà. que la radio des poumons, vous voyez, on ne l'a pas mis dans les examens standards, elle n'a pas vraiment sa place dans le diagnostic, c'est un diagnostic clinique, et la radio des poumons, elle va être normale. Donc elle a uniquement comme intérêt d'éliminer un corps étranger si vous avez un syndrome de pénétration retrouvé à l'examen, à l'interrogatoire. Mais sinon, pas de radio. Alors, du coup, on va aller, et ça, c'est le truc hyper important à retenir de la présentation, un diagnostic direct, c'est-à-dire une mise en évidence de la bactérie, donc Bordetella pertussis, si on parle vraiment de la bactérie emblématique de la coqueluche, dans les sécrétions respiratoires, qui sera le seul argument de certitude diagnostique. Encore une fois, un diagnostic direct et pas indirect. Pour prélever les sécrétions respiratoires ou les sécrétions nasopharyngées, il y a deux techniques. Chez l'adulte, vous le voyez ici, ben maintenant que vous avez passé l'épidémie Covid, tout le monde connaît, c'est l'écouvillon nasopharyngé. Et chez les plus petits, peut-être que tu peux en dire un mot, l'aspiration nasopharyngée. Oui, qui sont faites de manière courante à l'hôpital par les infirmières. Et ça se réalise à peu près pareil. En fait, on passe le petit tuyau et on aspire avec une aspi douce les sécrétions Voilà. du nasopharynx. Voilà, c'est un écouvillon versus un petit cathéter souple qui permet un petit peu de descendre par le nez. Et qui... C'est là que vous faites la différence de technique. Alors finalement, bah, chez les vraiment tout petits, parce qu'à partir de 2 ans, on fait volontiers l'écouvillon nasopharyngé. Et ça va être peut-être chez le plus petit, je dirais le moins de 1 an, ça nous arrive de faire des aspis. Ouais.
Je sais quand j'étais interne en bactériaux, on allait faire ça. Exactement. Ouais, c'est les internes de bactériaux à Bordeaux qui vont faire ça. Voilà, du temps où j'étais chez le professeur Bébéard, ouais, j'allais faire ça. Donc les questions, voilà, n'hésitez pas à les mettre sur le chat et Vincent les colligera pour la fin. Alors, il y a après deux façons de mettre en évidence la bactérie. La façon traditionnelle, c'est la culture dans un milieu. Alors l'image sur le diaporama reste la même, ça peut arriver, il y a parfois des petits délais, ne vous inquiétez pas, elle devrait s'afficher. Donc, la culture, elle va avoir un intérêt essentiellement épidémiologique. On le rappelle, on l'avait déjà dit, par exemple, sur les IST, sur les gonocoques. Ça permet de caractériser les souches circulantes et de plus de faire des antibiogrammes pour surveiller l'épidémiologie de la résistance, qui est plutôt rassurante puisqu'à ce jour, il y a eu seulement 3 souches résistantes aux macrolides décrites par le Centre national de référence. C'est la méthode spécifique, la plus spécifique, mais qui est peu sensible et qui va rester plutôt sensible au tout début de la maladie. On y reviendra après. Est-ce que tu refuses ça Ah. Madame demande à noter le contenu. Ah, pardon. Ok. Ok, excusez-nous, il y a eu une interférence. La méthode de référence actuellement, c'est ce qu'on appelle les amplifications des acides nucléiques, que vous connaissez peut-être plus sous le nom de PCR, qui est donc la méthode de choix qui a la sensibilité la plus élevée à condition de la réaliser dans les 21 premiers jours de la toux, on y reviendra. Et dans ce cas, il faut demander une PCR spécifique coqueluche, qui est beaucoup plus sensible que les kits qu'on appelle PCR syndromiques, les panels respiratoires où on peut détecter mycoplasme, coqueluche, des virus et autres. On aura vraiment une meilleure sensibilité de la PCR coqueluche. Donc actuellement, vu l'épidémiologie, vu ce que vous a dit Nora, si vous orientez vers une coqueluche, vous donnez une PCR coqueluche. Si par contre vous orientez plutôt vers une forme mycoplasma pneumoniae, c'est plutôt la PCR mycoplasma pneumoniae, mais avec la limite que pour l'instant, elle n'est pas remboursée à la différence de celle-ci. La sérologie, on en dit un mot pour justement dire qu'il n'y en a aucun intérêt et qu'en plus, celle-là, pour le coup, elle n'est pas remboursée. Donc, voilà, certains patients doivent, je pense, la refuser de fait. Et donc, j'ai fait un petit résumé. Quand faire une recherche de coqueluche chez un sujet suspect de coqueluche, bien évidemment, hein, sinon ça ne sert à rien. Dans les 2 premières semaines de la toux, donc on va faire la PCR et ou la culture selon la capacité du laboratoire à qui vous demandez l'examen. Sur les 2 types de prélèvements écouillants nasopharyngés ou aspiration nasopharyngée. Entre 14e et 21e jour de toux, ça sera la PCR, puisque là, la culture aura aucune chance d'être positive. Et après 21 jours de toux, on considère que la PCR sera mise à défaut. Et dans ces cas-là, il n'y a aucun intérêt chez le cas index. En revanche, il peut y avoir un intérêt d'une PCR dans un prélèvement d'un cas secondaire. Et donc, si c'est positif chez lui, ça veut dire que le cas index, sa toux, elle est liée à la coqueluche. À toi. À moi. Donc, on en vient à la prévention pour éviter de diminuer les hospitalisations en réa. Il y a quelque chose d'un peu, un peu plus récent. Donc, vous connaissiez bien la stratégie cocooning autour de la femme enceinte et la naissance du bébé. Et maintenant, il est recommandé de vacciner les femmes enceintes. Ça a une meilleure efficacité et une très bonne tolérance. Et je pense que c'est là que repose vraiment le pilier de notre action, c'est-à-dire que toutes les femmes enceintes que vous voyez au cabinet et qu'on voit en consultation, il faut répéter et redemander si elles ont bien accepté la vaccination. L'idée, c'est de vacciner les femmes enceintes. Donc ça, c'est les recommandations HS, donc entre 20 et 32 semaines d'aménorrhée, le plus tard possible en fait, mais il faudrait que ce soit 1 mois avant l'accouchement. Donc je vous ai mis entre 27 et 36, ça c'est plutôt les recommandations spécifiques là, des gynécos. Et l'idée, c'est de se revacciner à chaque grossesse, bien entendu, parce qu'il va y avoir un transfert passif des immunoglobulines, des anticorps au bébé, ce qui va lui permettre d'être protégé le temps de reprendre sa propre vaccination avec sa propre immunité selon le calendrier vaccinal. Et j'ai une question à te poser, par toute allusion à une personne ONU serait fortuite. Si une personne a 5 enfants en 6 ans, ouais. est-ce qu'elle fait à chaque grossesse une recommandé, vaccination? Oui, tout à fait. Donc il est normalement recommandé de le faire à chaque grossesse. Et l'acceptabilité, on a un retour à ce... En tout cas, il y a des très bonnes données de tolérance. D'accord. Et l'acceptabilité, j'ai pas de retour.
parce qu'on voit quand même des femmes qui ont refusé D'accord. Donc, il la faut vraiment vaccination. rappeler ça. Donc, il faut C'est bien un leur point très fort ouais, de notre ouais, webinaire. c'est ça. Il faut bien leur rappeler l'intérêt et leur expliquer que c'est pour protéger le bébé. Et ça, c'est un argument très très fort et c'est la meilleure protection pour le bébé. Et ils ça sont peut, souvent et ça très... peut être moteur, parce qu'on l'a vu avec Ouais, les anticorps pour le VRS, exactement. les parents ont demandé à fond, alors que c'était quelque chose de très innovant. Exactement. Et donc, si on parle santé bébé, peut-être ça peut être Et aussi donc un maintenant, levier on va d'amélioration. absolument. Et Ouais, c'est rare d'avoir des refus dans ce cadre-là. ouais, d'accord. Et on va aussi vacciner les femmes enceintes contre le VRS cette année. Donc tout T'emballes pas, repose sur la femme enceinte. t'emballes pas. On finit la coqueluche. Je vois que Vincent commence à. Alors, vas-y. Donc, si ça n'a pas été fait parce que trop tard ou refus, on propose la stratégie cocooning. Donc là, on vaccine en postpartum immédiat la femme à la sortie de la maternité, même si elle allait. Et on propose la vaccination à tout l'entourage, les grands-parents. On s'assure que les frères et sœurs sont bien vaccinés. Il y a aussi la mise à jour du calendrier vaccinal et ça, très sincèrement, c'est très bien fait. Les enfants sont bien à jour de leur vaccination. Il y a un point d'attention parce que c'est une erreur qui peut être courante, c'est qu'à 6 ans, il faut revacciner les enfants avec une grande valence coqueluche, une grande valence diphtérie, donc un grand D, et une grande valence coqueluche. C'est-à-dire il faut utiliser un Amphorex tétra ou un tétravac acellulaire et non les formes adultes que sont Repevax ou Boostrix tétra. Et un autre point important pour la prévention, c'est que pour essayer de diminuer donc l'ampleur de l'épidémie, il faut faire une éviction de la collectivité, le temps que vous ayez le diagnostic, le temps que vous traitiez l'enfant, on va en parler juste après. Et s'il y a un refus de traitement, c'est 3 semaines après le début de la toux. Et donc ça veut dire que ça fait 3 semaines d'éviction de la collectivité. Et ça, c'est pour essayer de diminuer la circulation en fait, de la coqueluche. Alors, chez les adultes, ça va être un petit peu la même chose. Donc, l'isolement et l'éviction, donc j'y reviendrai pas. La particularité sur laquelle Nora n'est pas revenue, c'est les cas groupés. Donc, à partir de 2 cas dans les collectivités, comme par exemple les crèches, dans les services hospitaliers ou bien dans les entreprises. Donc, au-delà de 2 cas, il faut faire une notification ARS pour qu'on puisse faire bien l'enquête autour des cas. On va définir comme des personnes à risque. Et je m'aperçois que j'ai pas mis ma dernière version de diapo, mais c'est pas très grave, j'avais dû obligé d'enregistrer. Mais personnes à risque, donc soit personnes à risque de faire une forme grave de coqueluche, donc les personnes avec des pathologies respiratoires chroniques, les immunodéprimés et les femmes enceintes, et les personnes à risque de coqueluche, c'est-à-dire les personnes en contact avec ces sujets fragiles, qui sont les parents ou fratries de nourrissons non vaccinés et les personnels de santé qui font partie des personnes un peu plus exposées justement à la maladie et chez qui il faudra être vigilant, on y reviendra après, sur la bonne couverture vaccinale. En revanche, on va considérer comme les personnes protégées les adolescents de plus de 16 ans, bien évidemment, s'ils ont été vaccinés, puisque c'est là où ils auront eu le maximum de leur dose, et les adultes ayant reçu une dose de moins de 5 ans. Souvenez-vous, je vous ai dit que l'immunité était maximale dans les 5 années qui suivent la vaccination. Alors, l'antibioprophylaxie, donc peut-être tu pourras compléter, c'est une modalité justement de prévention chez les cas exposés où on va utiliser des antibiotiques, on y reviendra après, donc des macrolides, selon le même schéma que le traitement curatif. Et donc, l'intérêt, c'est d'éviter la transmission, atténuer la gravité éventuellement si la personne est déjà peut-être, a déjà fini sa phase d'incubation, et la durée des cas secondaires. Quand le plus tôt possible après le comptage, je vois qu'il y a beaucoup de questions, je ne sais pas si tu arrives à suivre, Vincent. Maximum 21 jours après le dernier contact, donc les contacts proches, dans ces cas-là, c'est tous les adultes non vaccinés ou dont le dernier rappel remonte à 5 ans. Et pour les contacts occasionnels, c'est là où on va revenir sur les personnes à risque qu'on a définies tout à l'heure, qui ne sont pas protégées par la vaccination. Donc là, c'est un petit peu par analogie à ce qu'on peut faire avec l'antibioprophylaxie dans les méningites où on définit les contacts rapprochés, moins rapprochés, tout ça. Et du coup, ça concerne souvent beaucoup de personnes en fait autour du cas. Et bien finalement, ça peut concerner beaucoup de personnes autour du cas, d'où l'intérêt, s'il y a beaucoup de cas, de prévenir l'ARS pour une aide. On rappelle également que sur les sujets contacts, c'est l'occasion de leur proposer, un peu comme on fait d'ailleurs dans les méningites, de remettre à jour le calendrier vaccinal et
si ces personnes, on s'aperçoit qu'ils n'ont pas eu dans le calendrier un rappel coqueluche récent, c'est l'occasion également de le proposer. Alors, la vaccination chez les adultes, alors ça, tout le monde connaît le calendrier vaccinal. Désormais, maintenant, à 25 ans, tout le monde a un rappel avec une valence petit CA coqueluche acellulaire, hein, donc Repevax ou Boostrix Tetra. 45 et 65 ans hors milieu hospitalier, ça sera au cas par cas, mais finalement, ça risque d'être généralisé avec l'abandon de la commercialisation durant l'été ou l'automne. Ça va, entre guillemets, peut-être tout remettre sur des vaccins quadrivalents. Dans le cas du milieu professionnel, les personnes non antérieurement vaccinées auront droit à une dose et les personnes antérieurement vaccinées auront, pour l'instant, les rappels à 45 et 65 ans. Donc, ces personnes-là, il faudra vraiment qu'elles aient ce rappel à 45 et 65 ans. Alors, on verra les réformes de la retraite. Est-ce qu'on travaille encore à 65 ans? C'est vrai encore pour certains médecins, mais voilà, donc, mais au moins 45, voilà, il faut y penser. Et donc, un petit mot sur l'antibiothérapie. Donc, Charles, tu nous l'as dit là déjà, en fait, l'antibiothérapie, elle vise principalement à diminuer la contagiosité et pas franchement à guérir de la coqueluche, même si, tu l'as rappelé, on a quand même l'impression qu'il y a un petit effet sur l'intensité des quintes. Elle repose essentiellement sur les macrolides, hein, parce que c'est résistant aux bêta-lactamines. Et donc, toujours pareil, claritro en premier et azitro en deuxième. Ça rappelle un petit peu, c'est-à-dire qu'après l'avoir beaucoup utilisé pour le mycoplasme, il faut maintenant beaucoup l'utiliser pour la coqueluche. Et donc, c'est des antibiotiques qui sont très en tension. Là, si vous utilisez la clarithromycine, ça sera 7 jours. Et l'azithromycine, ça sera 3 jours. Quel que soit l'âge de l'enfant, on peut l'utiliser même chez le tout petit. Si une contre-indication en macrolides, ce qui est assez rare en pédiatrie, on peut utiliser le Bactrim. Attention, pas de Bactrim avant 1 mois. Mais ça, c'est des situations qui sont exclusivement hospitalières. Et s'il y a des ruptures, pour l'enfant de plus de 25 kg, on pourra utiliser l'érythromycine. Ça, c'est pareil, c'est contre-indiqué chez le tout petit parce que ça favorise les sténoses du pylore. Donc, il faut se reposer essentiellement sur la claritro et l'azitro. Quand, dès que possible, et dans les 21 jours du début de la maladie, et qui. Donc, on va traiter tous les enfants qui ont une coqueluche biologiquement prouvée pour diminuer la contagiosité autour d'eux, tous les enfants qui sont symptomatiques et qui sont cas contact d'un cas prouvé, et on traitera aussi les fortes suspicions cliniques chez le nourrisson, dans l'attente de la confirmation. Donc là, c'était un Je crois rappel. que c'était une des questions, d'ailleurs, ça permet d'y répondre. Donc, tu confirmes qu'on traite les fortes suspicions de nous? Oui. D'accord. Oui, ouais. On les prélève et on les traite pour éviter l'évolution vers une forme de coqueluche plus sévère. Et ensuite, les cas contacts, on en a déjà parlé, là, c'était l'antibioprophylaxie autour d'un cas. Oui, en fait, les deux se chevauchent, en fait. Oui, voilà, les deux se chevauchent. Et la recommandation HAS est très claire, elle vient d'être publiée là en juin. Je vois que Biolab se targue de rendre les résultats en 24 heures, donc on les remercie et les félicite et les remercie de nous suivre parce que c'est important que tous les acteurs du bon usage soient là et également les biologistes médicaux. Donc merci d'être parmi nous. L'antibiothérapie curative chez les adultes, donc je ne reviendrai pas sur ce qui a été déjà dit, pour rappeler que le HAS a choisi de grader les 2 macrolides avec en 1 la claritro, en 2 l'azitro, pour des raisons écologiques. Bon, ça peut être discutable en effet, puisque peut-être un impact écologique moindre de la claritro en termes de spectre par rapport à l'azitro, mais au détriment d'une durée plus prolongée. Bon, après, de toute façon, vous pouvez toujours faire vos ordonnances, c'est ce que me demandait de dire Vincent, en mettant 1 claritro, 2 azitro. Parce que c'est en fonction des tensions. Des tensions, et le pharmacien, du coup, ajustera, ça évite qu'après, il vous rappelle derrière. Et éventuellement, si ça arrive exceptionnellement, il y a une contre-indication au macrolide, ne serait-ce que peut-être des interactions avec des immunosuppresseurs. Bon, même si voilà, c'est discutable, mais si vous ne voulez pas prendre de risques sur cet effet d'inhibition enzymatique, dans ces cas-là, le cotrimoxazole et c'est le Bactrim forte 2 par jour pendant 14 jours. Donc, conclusion.
En conclusion, donc on est dans le temps pour après avoir un petit temps pour répondre aux questions. On a voulu faire une conclusion très simple en 6 messages. On a une flambée exceptionnelle des cas en 2024. Le diagnostic de certitude se fait par un prélèvement pour une PCR. Le traitement antibiotique est uniquement là pour limiter les cas secondaires avec des macrolides. Attention aux tensions d'approvisionnement. On pense à la vaccination des femmes enceintes, c'est vraiment le pilier là, pour la prévention de la coqueluche grave. On propose une surveillance hospitalière pour tous les nourrissons de moins de 3 mois. Et plus largement, n'hésitez pas à adresser les nourrissons de moins de 6 mois si vous avez besoin d'un avis. C'est tout à fait normal de passer à l'hôpital et de surveiller comment se tolère une ou deux quintes. Et enfin, on pense à la prophylaxie des cas contacts pour essayer de diminuer la contagiosité et de diminuer un petit peu l'ampleur de l'épidémie. Donc, on va. Vas-y, tu peux commencer à Oui, remercier. voilà, je voulais remercier. Donc, nous, on est une équipe de 4. Donc, je remercie Émilie Poquet, Marion Favier et Barbara Ross pour la préparation du topo. Et donc, on en profite également pour remercier encore une fois l'Institut Pasteur, avec le CNR de Dr Sylvain Brisset, du professeur Julie Toubiana, qui est donc qui est pédiatre infectiologue, la Société française de microbiologie, qui est présidée actuellement par une bordelaise, Sonia Burel, la Dream Team, enfin je ne sais pas si elle est Dream, mais elle est Team, des 4 mousquetaires du CRATB, le CEPIAS avec qui nous travaillons et qui héberge pour l'instant notre site internet, et bien évidemment l'ARS. Donc on vous propose rapidement de faire le post-test avant de répondre à vos questions. Déjà, ça nous permettra de voir si les messages sont passés. Donc là, on va vous demander sur le chat de répondre A, B, C, D, E. Donc la question est la même. Donc qu'est-ce que vous mettez à la fin de cette formation comme bonne réponse? On va attendre 2-3 réponses. Ah, on a encore des questions. On va voir beaucoup de choses. PCD. BDE. BDE. D'accord, donc c'est une majorité de BDE? BDE. Alors, c'est peut-être qu'en effet, il y a un BD quand même. Bravo le BD. C'est vrai que j'ai peut-être pas dit, mais c'est pas grave, on le dit maintenant. Ouais. Donc en effet, la réponse était BD. Donc d'où, excusez-nous ceux qui ont mis le E, parce qu'en fait, justement, on peut être vacciné, faire une coqueluche à parapertussis, puisque le vaccin ne protège pas contre parapertussis. C'était un petit piège. Et le QCM de Nora. Donc on vous laisse également 2 secondes pour répondre. A, B, C, D, E, C, D, A, C, D, A, C, D, C, D. Il y a pas mal de A, C, D. Ah, il y a pas mal de ACD. Et c'était B, C, D, ok. Alors, les bonnes réponses, ouais, c'est A, B, C et D. Et pour la E, il y avait un petit piège. Donc oui, il faut vacciner les femmes enceintes, mais c'est pas au premier trimestre. En fait, c'est au moins au deuxième trimestre, parce que l'idée, c'est de le faire le plus tardivement possible et minimum 1 mois avant l'accouchement. C'est moi qui ai mis ce piège. Ben ouais, c'était un bon piège. Hein. C'est pour voir s'ils avaient suivi ce que tu avais dit. Donc, on finit par la traditionnelle photo du bassin. Hein, Vincent, ça te rappelle Oui, ça me rappelle quelque chose, Charles. Ok. Donc, tu vas avoir, je crois, beaucoup de questions. Oui, il y en a pas mal. Alors, vas-y. Alors, tu peux sinon voilà, mets-toi là pour être plus près du micro. Non, mais reste là. Voilà. Vas-y, mais prends une chaise, Vincent. Ça va bien. Merci. Pour les aspirations dont tu as parlé, Nora, notamment pour les nourrissons là, avant 1 an, je pense, j'ai pas la réponse à titre personnel. Est-ce qu'en ville, on va les faire dans les laboratoires de ville ou pas? Ouais. J'ai pas la réponse avec certitude, mais je pense pas trop. Alors, nos collègues biologistes peuvent peut-être intervenir puisqu'ils sont toujours là, parce que c'est vrai que j'ai oublié de poser la question. Est-ce que les moins de 1 an vont avoir une aspiration nasopharyngée sur un labo de ville? Je pense que certains doivent le faire, peut-être pas tous, mais je pose on va attendre de voir dans le chat. Ouais.
Et je pense que, voilà, par contre, j'ai vu la réponse directement pour les panels syndromiques respiratoires en ville. Ça, on n'y a pas accès. Ça, c'est. Mais attends, mais il fallait que tu c'est rappelles que c'était une question. Oui, c'était une question du Voilà. chat, mais je pense que ça a peut-être été vu en effet par les Donc le participants. panel syndromique, on en a parlé puisque c'est vraiment un panel qui est pour l'instant accessible hospitalier, mais de plus en plus de labos développent des diagnostics syndromiques. Alors ça, on en a parlé pour les ISET notamment, mais là dans le RESPI, il veut vraiment demander soit coqueluche, soit pneumonie, et pneumonie n'est pas remboursée. Voilà, alors on va repasser sur la femme enceinte, ça c'est important, ça va pas mal questionner les gens. Mais il faut revenir là-dessus. Alors les biologistes disent qu'ils peuvent éventuellement mettre en place l'aspiration nasopharyngée, Okay, voilà. Donc ça c'est à eux de voir maintenant, la balle est dans leur camp. Si une patiente est correctement vaccinée pendant la grossesse, vous pouvez nous redire s'il faut mettre en place néanmoins une stratégie de cocooning ou ça la rend caduque? Ouais, c'est une très bonne question. Maintenant, donc c'est très clair dans les recommandations. Elle a été correctement vaccinée. Il n'y a pas d'intérêt à mettre en place la stratégie cocooning. Parce que c'est plus efficace. Parce que c'est plus efficace. Alors, il y a une question qui vient de tomber et je rebondis. Faut-il vacciner une femme enceinte même si elle était vaccinée il y a moins de 5 ans? On l'a dit plusieurs fois. Oui. Oui. Et on le redit. Et c'est à chaque grossesse. Et sur les femmes enceintes encore, là, il fallait y penser. Si la femme enceinte a fait la maladie coqueluche, est-ce que le transfert... Pendant la grossesse, tu veux dire? Oui, c'est ça, exactement. Pendant la grossesse, est-ce qu'on sait si alors le transfert d'anticorps est le même par physiopathe. Donc oui, si elle fait la coqueluche pendant la grossesse, normalement, elle transmet les anticorps à son bébé. Oui, et encore peut-être même plus. Des meilleurs. Et de ce fait, on ne la vaccine pas. Non. C'est marrant, on dirait qu'on est à une émission politique face à Caroline Roux. Oui, alors, allez-y, Vincent. Y a-t-il, parce que c'est vrai que c'est ciblé la période pendant laquelle on doit vacciner les femmes enceintes. Oui. Donc, on a bien compris pourquoi il ne fallait pas vacciner trop tôt. Et si on vaccine trop tard, donc peut-être il n'y aura pas le transfert de... Oui, c'est le temps qu'elle synthétise les anticorps. Et consensus, ce n'est pas une contre-indication. Non, c'est pas trop tard. Et l'idée, c'est qu'après aussi, elle peut accoucher peut-être avant 36 semaines. Et voilà, donc les recommandations de la HAS, c'est entre 20 et 32. Voilà. Et donc, c'est celles-là qui sont écrites et c'est celles-là les plus récentes. Deuxième trimestre. Voilà. Alors, il a été évoqué pour d'autres raisons le nirsevimab. Donc, on sait bien que ce n'est pas un vaccin, mais tu as parlé, toi, du vaccin contre le BRS, qui existe aussi, ou va exister, et va être disponible. Oui. Il va être recommandé. Oui, c'est ça. Là, ça vient de sortir. Bon, peut-être c'est hors sujet, je pense, en effet. Et voilà. On pourra. Il y a pas mal de questions quand même. Il y a des... on fera un prochain webinaire là-dessus. Et les recommandations sont disponibles. Elles viennent de sortir la semaine dernière. Qu'est-ce qu'on avait d'autre comme question? La durée habituelle des pics épidémiques et la saisonnalité. Est-ce qu'on sait à peu près ça? Que les gens en ont marre des chats. Si, on peut répondre quand on regarde les courbes que je vous ai montrées tout à l'heure. On voit que c'est à peu près un an. Vous avez vu les pics, c'était 2011, 2012, 2016, 2017, 2018, pardon. Donc c'est à peu près sur une année glissante. C'est quand même assez, c'est assez long, quoi. En fait. C'est assez étendu, ouais. Il y a une question qui me paraissait importante. Je pense que vous avez bien expliqué que chez les nourrissons symptomatiques, on n'attendait pas le retour de la PCR pour mettre en place une antibiothérapie, n'est-ce pas? Voilà. Et chez les patients qui ne seraient pas nourrissons, c'est-à-dire ils ne sont pas à risque de faire des formes graves, mais ils sont quand même à risque de contaminer. Alors normalement, il faut les isoler jusqu'à attendre d'avoir le résultat de certitude. Parce que l'idée, c'est de traiter vraiment que les vrais, que les positifs, donc, et d'épargner par là même les macrolides. C'est un des buts du CRAT, mais c'est le bon usage des antibiotiques. Ils mettent un masque, ce qui n'est pas simple, on le conçoit pour des petits, en effet, de ce fait. Mais on peut déjà les sortir de la crèche, de l'école. Je reviens un peu sur la vaccination, et notamment, je pense que c'était la question dans le cadre de la stratégie de cocooning. Qu'est-ce qu'on retient comme délai de vaccination antérieur, c'est-à-dire préalable, pour revacciner les personnes de l'entourage? Ah oui, sur la stratégie cocooning. Ouais. Oui, ça c'est une bonne question. Je crois que c'est 5 ans. Je ne sais pas si c'est 5 ou 10 ans. De quoi? Pour la stratégie cocooning, je ne sais plus si c'est 5 ans ou 10 ans. J'aurais plutôt dit 5 parce que vraiment, il y a une baisse des... C'est 5 ans.
Voilà, ok, ça c'est important, ça a été. Et puis, il n'y a pas de risque, en fait, à revacciner. Oui. Et oui, je Faut vois pas que c'est des répéter ça, en questions, fait. parce qu'il y a plein de questions qui arrivent, il faudra que tu regardes, mais il n'y a pas de risque à revacciner. Le seul truc, c'est de respecter un intervalle de 1 an. Si vous avez fait un DT polio, si vous voulez faire un DT coque, voilà. Oui, il y a eu plein de questions, Vincent, mais je les ai vues, t'inquiète. Là, c'est là où il faut respecter un intervalle de 1 an. Mais il n'y a pas de risque à faire, justement, tous les ans, un vaccin avec la coqueluche. C'était l'exemple de la femme enceinte qui a un enfant par an, quoi. C'est ça. Alors du coup, il faut répondre encore sur cette question. C'était notamment pour les professionnels. Oui, j'ai vu Bérangère Clausel, que je salue. Tout le monde se pose la question. On était ensemble à la fac. Pourquoi il n'y a pas de recommandation à vacciner de façon plus fréquente? Alors donc moi j'ai interrogé, donc on n'a pas de réponse en cours actuelle franche, donc j'ai interrogé notre médecin du travail, je vois que c'est le docteur Clausel qui pose cette question, donc qu'en est-il de la vaccination pour les gens qui s'occupent de la petite enfance, puisqu'on reste sur un 25, 45, 65 tous les 20 ans, et on a bien vu que l'immunité diminue après 5 ans. Pour l'instant, il n'y a pas de recommandation de faire des vaccins plus rapprochés. On sait de toute façon que la vaccination n'empêche pas d'avoir un portage et de transmettre la maladie. C'est surtout pour limiter la maladie chez les personnes qui sont exposées. Et donc, on aura peut-être, alors j'ai posé la question au professeur Launay, mais je n'ai pas encore eu la réponse, on aura peut-être des réponses, il y a des recos qui sont en cours d'élaboration, mais je ne sais pas s'ils parleront de cette vaccination des professionnels. Parce que l'idée, ça serait de faire tous les 10 ans. Eh bien, c'est ça. Est-ce qu'on ne fait pas tous les 10 ans plutôt que tous les 20 ans chez les professionnels? Et dans ces cas-là, c'est une question. Il n'y a pas de vaccin coqueluche seul, donc il faut faire à chaque fois le vaccin avec le petit D et le petit CA. Donc, encore une fois, Repevax ou Boostrix Tetra. Alors, on a un collègue gériatre qui veut une réponse et je pense que c'est vrai que c'est intéressant. De rien, Bérangère. Il a un cluster dans son EHPAD. De coqueluche? Ouais. Ah, c'est pas le Covid pour une fois. Non. Et donc, il traite bien évidemment les symptomatiques et il fait de la prophylaxie au cas contact. Oui. Mais qui doit-il revacciner? Les gens uniquement les patients qui sortent indemnes de l'épidémie? C'est-à-dire qui n'ont pas été contaminés? Oui, ça veut dire qu'il a testé tout le monde? Je pense qu'il part du principe que ce sont des symptomatiques, qu'il n'y a pas d'asymptomatiques contaminés, on va dire. Alors là, la question est un peu touchy, j'avoue, puisqu'on est sur une population gériatrique et qu'on a notre calendrier vaccinal qui s'arrête à 65 ans et qui, à part 65 ans, passe à tous les 10 ans avec, en théorie, pas de valence coqueluche. Je pense que la réponse sera assez simple à partir du moment où le vaccin Revaxis ne sera plus disponible. Et dans ces cas-là, les rappels tous les 10 ans seront faits. Donc, pour ces personnes-là, en effet, ça serait peut-être bien, si ça date de plus de 5 ans, de les vacciner. Mais c'est un avis d'expert, c'est pas gravé dans le marbre. Je veux pas dire de bêtises par rapport aux experts HAS. Je recherche les autres questions. Il y en avait une dernière sur le schéma. Il y en a plein. Il y avait sur le schéma vaccinal des immunodéprimés. Oui. Est-ce le même schéma vaccinal concernant l'immunisation? Oui. Oui. Alors, le seul truc, c'est le grand préma, où là, le schéma vaccinal, il sera comme avant, c'est-à-dire 3+1, avec injection à 2 mois, 3 mois, 4 mois, 11 mois. Le préma de moins de 33 semaines, il est censé sortir de la mat avec sa première injection. Après, chez les autres immunodéprimés, il faut faire, par contre, des vaccins avec des grands D, des grands CA et ainsi de suite. Hein. Il faut faire les vaccins dont vous a parlé Nora tout à l'heure, qui sont 15 fois ou X fois plus dosés pour les différentes valences, qu'elles soient diphtérie ou coqueluche. Donc ça, c'est quand même important. C'est vrai qu'il y a beaucoup de questions. Sur l'antibiothérapie, qu'elle soit en curatif ou en prophylaxie, c'est pareil. C'est la même. C'est la même. Même dose, même oui, voilà. durée. Ouais. Et est-ce qu'il y a une thérapie différente, une antibiothérapie différente entre pertussis et parapertussis? Non. Ça, c'est vu. Sur les dernières questions, je vais essayer de regarder. Non, on reparle des délais. Les délais, je pense qu'ils doivent être assez courts d'après moi. Donc,
pour les gamins qu'on ne veut pas traiter d'emblée par antibiotiques, je ne pense pas qu'il faut les laisser très longtemps isolés, quoi, hein. On a de tout. Ça dépend des endroits. Ouais. Ça dépend des endroits? Ah, Ouais. pardon. Il y a eu des délais plus longs. Alors, je ne sais pas quels labos sont avec nous, mais il y a eu des délais plus longs en ville et qui rendaient difficile avec des rendus de PCR qui duraient plus de 10 jours. Ah, d'accord. Dans Ouais, donc là, des- c'est compliqué. Dans des moments de tension, de réactifs. Donc, Mais après, je pense que c'est le bon sens clinique. C'est-à-dire que s'il y a une clinique typique, comme tu nous l'as très bien décrite, qui est un peu différente de celle de Mycoplasma pneumoniae, et si le délai est trop long, ouais. bon, même si en effet on est là pour promouvoir le bon usage, on est sur un antibiotique de type macrolide. Dans ces cas-là, pourquoi pas? L'idée, encore une fois, c'est de traiter le plus tôt possible par rapport au début de la toux. Donc, si on a la PCR à 21 jours, il n'y a plus d'intérêt puisqu'à ce moment-là, on ne mettra plus d'antibio. Donc, c'est prévenir les cas secondaires en faisant au maximum un isolement. Et si vraiment c'est trop long, ben, débuter l'antibiothérapie, quoi. Moi, je dirais ça. Pourquoi il y a... Et alors, chez les immunodéprimés, donc je rebondis sur la question de Madame, je pense, Dubuisson. Là, on est, je vous rappelle, sur le schéma tous les 10 ans, hein. 25, 45, 65, c'est l'immunocompétent. Et l'immunodéprimé, c'est 25, 35, 45, 65. Là aussi, en théorie, sans la coqueluche, encore une fois, parce que c'est vrai que là, on parle beaucoup de coqueluche, mais jusqu'alors, c'était des rappels. À 25 ans, on s'est arrêté hors professionnel de santé, bien évidemment. Mais on peut se poser la question, en effet, chez les immunodéprimés, vu qu'ils sont plus à risque de formes graves, de peut-être tous les 10 ans, puisqu'il n'y a pas de risque particulier, de faire une valence coqueluche avec Repevax ou Boostrix Tetra. Si je ne reçois pas une caisse de champagne après l'avoir dit 10 fois, j'ai dit les deux. On peut encore prendre des questions? Ah ben oui, oui, oui. On a 4 minutes. Un petit cas clinique qui nous est proposé. Ah. J'aimerais votre avis sur un cas, un petit de 8 ans avec une toux depuis 15 jours, entre autres symptômes évocateurs bien sûr, avec PCR coqueluche positive, et cet enfant a été vacciné il y a 2 ans. Ça vous semble normal? La réponse est oui. Ah, mais j'attendais cette question. Ouais, il y a deux raisons. Donc, c'est-à-dire que les enfants, bien, je me demande si Clément Brunet n'a pas posé quelque chose d'assez similaire aussi. Pourquoi il y a autant de... Ah, mais Clément, c'est Clément que je connais. Ouais, c'est Clément Ah de oui, Surgence. d'accord. Alors, vas-y. Même les enfants sont en général très bien vaccinés et pourtant font quand même la coqueluche. Pourquoi? Il y a deux raisons. La première, c'est que le vaccin offre une couverture, enfin, une réponse vaccinale qui n'est pas parfaite. Dans les séries, c'est entre 83 et 90%. Donc il y a déjà une petite part de la population pédiatrique qui ne sera pas protégée par la vaccination. Et d'autre part, comme l'a dit Charles tout à l'heure, il y a la vaccination ne protège pas contre parapertussie. Donc, ça fait deux raisons chez les enfants de faire quand même la coqueluche. Donc, cet enfant, 8 ans, tout est positif à la coqueluche, c'est tout à fait possible et il n'y a pas d'indication à faire de bilan immunitaire. Il ne faut pas penser qu'il Ouais. est immunodéprimé. Ouais. Alors, c'est justement, il ne faut pas vous laisser piéger par ça, c'est-à-dire éliminer le diagnostic de coqueluche chez quelqu'un de correctement vacciné. C'est-à-dire, Exactement, c'est ce ça. que j'ai dit tout à l'heure. Mm. J'étais un peu peut-être emphatique quand j'ai dit que toute toux prolongée chez un adulte doit faire qu'il faut retenir, quoi. Qu'est-ce qu'on appelle une toux prolongée? Eh ben, ça va être au-delà de 7 jours, puisque après, de toute façon. Et indépendamment du délai par rapport au dernier vaccin. Ou quand même, on considère 5 ans là encore, ou chez un adulte. Ben, j'ai envie de dire que ça va être un peu comme ce qu'on a dit. C'est-à-dire que si on a, peu importe, mais si on est à moins de 5 ans, peut-être qu'il faut évoquer un autre diagnostic. C'est vrai que je n'ai pas évoqué le diagnostic différentiel de l'adulte, mais si on est à plus de 5 ans, c'est encore plus vrai, quoi. Alors, c'est vrai qu'une toux traînante de 7 jours, vous allez me dire, il y a beaucoup de raisons d'avoir une toux traînante de 7 jours. Mais là, on est dans un contexte épidémique particulier. Donc, bon. On regarde le carnet de vaccination, s'il y a un doute et que ça se prolonge un petit peu. Après, il faut faire l'interrogatoire. Voilà, il faut faire l'interrogatoire, voir s'il y a eu des comptages. Alors, les PCR, en effet, recherchent les deux bactéries de pathologie humaine. La majorité des kits dans les labos de ville détectent pertussis et parapertussis et vous rendent le distinguo, et détectent même d'autres bordetella qui vont faire des formes moins graves, comme notamment bronchie septica ou. Bravo. C'était ma question. Je l'ai déjà posée à Charles, mais est-ce qu'il y a un distinguo clinique entre les deux? On y a déjà répondu à ça? Non. Entre pertussis et parapertussis.
que les parapertussis seraient moins fréquemment impliqués dans les formes graves. Ouais, c'est ce qu'on a vu sur l'épidémie d'Avignon. Comment ça à se déconnecter? D'accord. Eh bien, c'est bien. Ça veut dire qu'on a respecté le timing, on a répondu à toutes les questions à peu près. Après, s'il y a des questions auxquelles on n'a pas répondu, s'il y a eu des imprécisions, n'hésitez pas à écrire sur le mail du CRATB, cratb@chu-bordeaux.fr, je crois, de mémoire. Et nous y répondrons avec plaisir. J'espère que cela vous a convenu. Vous pourrez nous réécouter en replay sur notre chaîne YouTube et également sur le site CRATB, sur la page, sur le site du CEPIAS, Nouvelle-Aquitaine. Merci pour vos remerciements. Merci, c'est très gentil. Alors, ah oui, on voit des petits coucou à côté. Comment être informé des webinaires? Eh bien, donc, en fait, c'est ça un peu notre difficulté. Donc, on communique sur notre page Twitter, on communique sur LinkedIn, alors plutôt par mon compte, parce qu'on n'a pas encore un compte CRATB. Et après, on communique sur la page Internet qui est donc sur le CEPIAS Nouvelle-Aquitaine. Oui, et ils ont mon adresse mail que j'ai donnée au début. Donc, s'ils veulent être dans ma mailing Ah, salut Laurélise. S'ils veulent être dans ma mailing list personnelle, ils m'écrivent et ils me demandent de recevoir les infos directement. Oui, voilà. Donc, et surtout, faites-nous savoir. Merci Lomédite. Oui, pardon, j'oublie Lomédite. Merci Lomédite qui a également relayé les informations. Donc, on est au balbutiement. Donc, voilà, c'est notre troisième. Donc, on a du mal à faire de la pub. Mais si ça vous plaît, on essaiera de la faire plus large. Pourquoi pas dans Sud-Ouest? Pourquoi pas sur Sud Radio? Là, je vois Vincent qui comprend pas. Et surtout, donnez-nous des idées pour que nous, on puisse préparer un calendrier. Alors, tous les mois, on sera ambitieux parce que là, Nora, la pauvre, ouais, elle arrive sur les rotules, mais on peut alterner avec une infectiologue pédiatre, avec une microbiologiste comme la dernière fois avec le professeur Bébéard. Donc, on a plein de possibilités, on a plein de sujets d'actualité, on a plein de sujets pour diminuer la consommation des antibiotiques. Et on nous a partagé l'adresse mail de Vincent sur le chat. Donc, n'hésitez pas et on essaiera de répondre à vos demandes. Et on rappelle juste que l'adresse RATB, on est désolé, mais on a beaucoup de missions, mais on ne répond pas aux avis infectiologiques. C'est un autre créneau. Voilà, on est plus dans la prévention. Merci, Madame Blanchard-Biernès. Et merci. Ah, mais Pierre était là aussi. Oh, mais formidable. Donc, Pierre a partagé la page Internet. Super. Quel créneau, les avis infectiaux? Vincent vous répondra. Comment accéder aux avis infectiaux? Il faut s'inscrire sur la page d'accueil du CHU de Bordeaux. Il y a un lien vers les avis d'infectiologie. Et voilà. Alors, au Conseil de l'Ordre, est-ce que tu envoies systématiquement Oui, et maintenant, ils répercutent de façon plus fluide via leurs réseaux sociaux. Donc voilà, je pense qu'il y en a qui se sont connectés grâce à ça. Ok. Et les CPTS aussi, on m'a dit là dans le chat, et ça a été fait également. Mais voilà, je ne peux pas décider pour chaque coordonnateur de CPTS s'ils diffusent à leurs professionnels. Mais je sais que certains l'ont. Avant que tout le monde soit parti, merci d'être là aussi nombreux, parce qu'on avait quand même, je crois, beaucoup de connectés. Et surtout en cette période de. Ah oui, c'est énorme. Donc, et surtout en cette période estivale. Bon week-end, oui, on est un peu fatigués tous les deux. Ça se voit, ça se que ça. Non, mais c'est moi qui dis, on a besoin de se reposer. Mais vous aussi, et prenez soin de vous, et bel été. Au revoir. Au revoir. Et mangez des huîtres. Alors, belle saison estivale.